Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu, et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de la vidéo. Au programme cette semaine, mais comme toujours, le calendrier qui va être assez dense. On va faire un bilan aussi sur le S&P de ce trimestre particulièrement volatile. On ira voir deux publications qui nous intéressent, notamment à venir dans le courant de la semaine, et puis on reviendra on fera un point sur les stratégies en cours. On en a une de plus qui a été clôturée gagnante cette semaine, il en reste trois qui sont toujours ouvertes, et puis des volumes inhabituels détectés par Paul sur un actif un peu particulier, et puis on clôturera comme toujours par le cas d'école que nous propose Paul pour entamer cette semaine. Alors, au programme de cette semaine, avant tout, on voulait vous remercier d'être venus aussi nombreux vendredi pour cette formation sur la façon de travailler avec un stop garanti grâce aux options. On l'a bien étayé, bien expliqué en détail. Vous avez été très interactifs, il y avait beaucoup de questions. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on s'aperçoit que les options intéressent de plus en plus de monde et que vous voulez faire cet effort de compréhension au départ qui permet de faire des choses fantastiques avec les options, et qui en revanche reste risqué bien entendu si on le maîtrise mal, mais voilà, beaucoup d'interactions, beaucoup de questions, beaucoup de rencontres très, très sympas et très riches. Donc merci encore, pensez à vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options, puisqu'on en fera d'autres des événements, comme ça vous serez au courant de chaque publication et puis de chaque événement qu'on pourra vous proposer. Voilà, c'est dit, merci encore. Au programme, donc le calendrier, on va aller le voir dans un instant. On va aller faire un bilan de l'échéance trimestrielle qui est historique sur le S&P. On a connu une amplitude et une volatilité incroyables. Et pour l'instant, on va voir que l'intérêt est un peu en suspens, évidemment, dans ce contexte d'incertitude. On va s'intéresser à deux publications cette semaine. Il y en a d'autres à Wall Street, mais Micron et Nike donnent des ratios put-call qui sont particulièrement extrêmes. Micron qui vient de prendre 100% depuis ses points bas quasiment, indique un ratio put-call de 0,19. C'est vraiment extrêmement faible, c'est-à-dire que tout le monde est acheteur sur le titre. Encore une fois, on va le voir, ça n'est pas une martingale, on l'a vu avec Oracle, mais globalement sur une quinzaine de ratios put-call qu'on a indiqué ensemble maintenant, il y en a un qui a donné un cas de contre-pied, puisque c'est la publication qui prévalait nettement, mais et les perspectives qui étaient extraordinaires, mais on va voir qu'il y a quand même des éléments intéressants. Et puis c'est Nike, l'autre publication, donc toujours tendance baissière, et là on a un ratio put-call qui est carrément pessimiste, puisqu'on est à 1,39. Ça veut dire que on a là cette fois-ci plutôt plus d'options de vente, donc plus de pessimisme sur le titre, et on peut s'attendre pourquoi pas à une bonne surprise, même si graphiquement on n'a pas beaucoup d'éléments encore pour l'instant. On fera donc point sur les stratégies aussi présentées précédemment. Ça c'était début mai, on avait proposé un bear put spread un peu particulier, on va y revenir avec Paul, et donc il a clôturé cette semaine avec un solde résiduel gagnant. Il n'est pas allé aussi bas que ce qu'on escomptait, mais la vente des deux puts nous a permis d'avoir une stratégie créditrice et donc une stratégie gagnante de plus. Les volumes inhabituels, c'est sur le TLT, c'est l'ETF qui représente le taux à 20 ans aux États-Unis. Donc on a manifestement de gros acheteurs, et 2 fois plus d'options d'achat que de vente la semaine dernière sur le TLT. Donc apparemment des opérateurs qui s'attendent à une hausse du TLT, donc une baisse du taux à 10 ans, et donc peut-être un signal haussier pour les marchés actions à suivre. Et puis le cas d'école de Paul, ce sera un strangle sur Microsoft. On va voir qu'on a historiquement, encore une fois, une statistique qui est particulièrement intéressante sur cette stratégie. Le calendrier, on entame une nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de juillet avec et donc cette fin d'échéance du mois de juin, première échéance trimestrielle, pardon, donc un semestre qui vient de se clôturer avec des mouvements un peu particuliers, on peut le dire. On a donc
d'une page blanche, une page vierge à reconstruire, avec des opérateurs qui se sont montrés un peu en retrait sur les marchés dérivés, mais qui se montrent aussi, on va aller le voir sur la S&P dans quelques instants, assez prudents maintenant, et c'est assez compréhensible compte tenu du contexte. Le calendrier macro de cette semaine, il va être assez dense. Dès aujourd'hui, on va avoir les PMI, donc les indices manufacturiers et dans les services, donc indice des directeurs d'achat, c'est, je le rappelle toujours, un indicateur avancé sur la santé de l'économie. C'est un sondage qui est effectué auprès des directeurs d'achat et qui va nous indiquer bien leur perspective et leur vision du marché. Donc à surveiller aujourd'hui à Wall Street. Demain, mardi, la conférence du consommateur, et puis on aura un discours de Jerome Powell qui s'attendra jusqu'à mercredi. C'est pas l'élément le plus marquant de la semaine. On aura ensuite le PIB américain, et puis c'est surtout cette semaine les chiffres de l'inflation, l'indice PCE Core, donc à la consommation des ménages, le marqueur d'inflation le plus observé par les membres de la Fed, et dont on soupçonne qu'il puisse repartir un peu à la hausse, donc prudence dans ce contexte, et ça va être vraiment le point d'orgue de cette semaine. Pour ce qui est des publications microéconomiques, encore quelques publications cette semaine. On a FedEx, bien, je ne vais pas passer dessus parce que on n'a vraiment pas grand chose à dire. Le titre est en bas d'un trading range. Le ratio put-call est vraiment équilibré et on n'a pas de configuration qui indique un sens particulier pour l'instant. C'est plutôt neutre à court terme, donc on va pas s'y attarder. En revanche, on va aller regarder Micron de près, qui a beaucoup rebondi, et puis Nike, comme je l'indiquais, qui est dans une configuration baissière pour l'instant. Alors on va passer tout de suite à l'affichage du S&P en hebdomadaire. Et vous l'avez ici. Alors, le S&P, on a progressé sur la semaine, on a baissé de 0,15%, le ratio put-call est passé de 0,97 à 0,93. Je ne me suis pas tellement intéressé à l'évolution de la position ouverte sur la semaine en cours parce que c'était une semaine d'échéance, donc c'est rarement significatif. En revanche, je suis allé regarder l'évolution de la position ouverte sur le trimestre, donc depuis l'expiration de mars, et on peut dire que globalement, eh bien, la position ouverte a baissé de 3,66% sur le trimestre pour un indice qui a pris 5,30%. Donc, eh bien, on a toujours cette divergence, ce déficit d'intérêt. Alors, ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça veut dire que les zones peuvent être revisitées, que le soutien a manqué et que, eh bien, c'est bien, comme on l'avait indiqué, le retail qui a alimenté ce mouvement de hausse en grosse partie. Donc un manque de soutien. Je rappelle que aussi du côté de la position ouverte à l'échéance du mois de mars, on avait un ratio put-call qui était à 1,69. Hein. Tout le monde était hyper pessimiste. Manifestement, le retail a eu bien raison de payer ce mouvement. Maintenant, c'est un peu en demi-teinte et on voit que la configuration graphique, eh bien, marque un coup d'arrêt. On a ces mèches de rejet, donc avec étoile filante, deuxième étoile filante. Les corps sont très gros, mais pour l'instant, on préserve cette borne à 5970, hein, qui est vraiment le niveau clé. On clôture la semaine dernière juste en dessous à 5967, mais les futurs indiquent qu'on est juste au-dessus, 5979 pour l'instant. Donc malgré les tensions géopolitiques et le conflit au Moyen-Orient, et les risques d'inflation liés à la hausse des matières premières et du pétrole, et bien pour l'instant ça reste assez canalisé. Le pétrole aussi, d'ailleurs il faut le dire, alors qu'il est juste sous le gros niveau de résistance qu'on a évoqué ensemble la semaine dernière à 78,50, reste vraiment pour l'instant canalisé. Alors si on zoome en journalier pour voir les enjeux de cette semaine, bien on a toujours cette figure d'épuisement, hein, sur le S&P qu'on affiche bien ici en journalier. Le range 5970-6049 a été parfaitement préservé, on n'arrive pas à en sortir. C'est vraiment cette zone clé dont la sortie va déterminer la suite. Pour l'instant, on latéralise, on n'accélère pas à la baisse, on a toujours ce gros gap baissier à aller chercher. Donc on est bien inscrit dans le range 5970, extension 6161, avec le plafond de verre, cette médiane du range à 6049 qui pour l'instant n'est pas débordée. On voit qu'on oscille et c'est vraiment la spéculation qui drive pour l'instant les mouvements dans ce contexte d'incertitude. On n'a pas plus d'éléments que ça à court terme, et on voit bien que les petites bougies traduisent l'incertitude, et c'est le contexte actuel. Alors si on passe sous 5970, hein, on a toujours cette même cible à 5781 avec un gros niveau de support intermédiaire 5843, 5872. On a vraiment une zone intéressante. En revanche, si on repasse sous 5781, on risque d'aller combler le gros gap laissé ouvert encore
est partiellement comblé le 23 mai dernier, et on s'installe un range plus bas avec cette fois-ci la rupture d'un niveau d'alerte de court terme et le retour en direction du niveau d'alerte de moyen terme 5597, avec peut-être juste le comblement du gap et le test de cette zone qui pourrait être le meilleur scénario de consolidation possible, avec des points d'entrée intéressants et un rebond possible, pourquoi pas. Si on s'installe sous 5597, c'est beaucoup plus gênant. Pour l'instant, on est en pause et c'est la sortie de 5970, 6049 qui va nous en dire plus pour la suite. On va aller voir tout de suite les deux valeurs qui nous intéressent et qui vont publier cette semaine. Voilà, Micron Technology, on va dézoomer en hebdomadaire sur le titre. Micron est ici, après une fausse sortie baissière d'un grand triangle, enfin une grande sortie baissière d'un grand triangle symétrique. On n'est pas allé chercher tout à fait la cible à la baisse du triangle, mais en revanche on l'a réintégré avec un gros gap haussier. On a travaillé autour de la médiane et du niveau de 95,64 sur le titre avant d'aller former un gros rebond et de déborder l'oblique baissière. On est donc haussier à nouveau sur Micron qui sort du gros trading range 84,16, 114,50 et qui vient d'afficher un rebond de 100%, un peu plus depuis le 31 mars. On arrive contre un niveau de résistance intéressant, 124,40. Or, le titre publie cette semaine, il va publier mercredi Micron, et donc on a un ratio put-call, comme je vous l'indiquais, qui est absolument complaisant. On affiche un ratio put-call de 0, je vous disais 0,19, c'est 0,23 précisément. Le ratio put-call, je rappelle qu'il est situé entre 0,80 et 1,20. 0,80 c'est optimiste, 1,20 c'est pessimiste, donc à 0,23, autant dire que il n'y a pas un vendeur sur le titre. Donc attention en cas de déception. Encore une fois, je rappelle toujours que c'est la publication qui prévaut avant tout, et si les perspectives si le consensus est atteint, si la publication en ligne, c'est un premier élément. Mais si en plus le titre déborde ou donne des perspectives au-delà du consensus, là on en arrive dans une configuration qui est beaucoup plus favorable. Donc prudence quand même, mais ça pourrait être aussi le terrain et l'objet d'un retracement, pourquoi pas, pour Micron, qui a déjà bien performé, qui arrive contre un niveau de résistance intermédiaire qui est situé à l'intérieur d'un gap journalier, d'ailleurs non comblé encore à ce stade. Il était en train de le combler partiellement. Donc ça va devenir le pied du gap, un premier plafond de verre. Et en cas de déception, un retour sur cette zone 114,50, 117,32, qui peut être un signal d'achat pour les plus optimistes sur le titre, pour aller chercher, pourquoi pas, la borne haute du range suivant, donc 114,50, 144,90, qui correspond bien à des tops sur le titre. On le voit mieux en hebdomadaire, voilà, 144,90, qui est comme par hasard, quand on duplique le range, un niveau équivalent et qui correspond bien à ce gros niveau de résistance et de sommet historique pour le titre. Donc pour l'instant, entre deux eaux, mes publications extrêmement attendues de façon positive, donc un suroptimisme qui est à prendre avec des pincettes. Nike, c'est l'inverse. Nike, c'est un parcours baissier, on pourrait dézoomer en mensuel. Voilà, Nike, depuis ses sommets de 2021, le titre ne se remet pas. Il est toujours baissier. En revanche, ce qui est intéressant d'aller noter en mensuel, c'est la zone de prix que le titre teste actuellement. Ce sont des niveaux de support de 2017, niveau testé en 2020, mars 2020, donc moment de Covid, avant de rebondir très nettement. Or, on a préservé ces niveaux-là pour l'instant. Donc 56,20, gros support, avec cette zone 46,20, 56,20 qui est vraiment un support historique pour le titre, non testé depuis décembre 2017. Donc c'est un peu là où se joue le retour et le rebond possible de Nike. Or, le ratio put-call est extrêmement pessimiste. On arrive à 1,39, c'est un niveau de pessimisme assez marqué. On n'a pas d'éléments ou de figure de retournement à ce stade, mais on a, quand on zoome en hebdomadaire, ce canal baissier, alors débordé ici, mais parfaitement testé ici, là, ici et là, ici, là et là. Donc on voit que le parcours baissier reste invalidé. On accumule un petit peu dans cette petite zone de congestion de très court terme qui est située entre 59,40 et 63,70.
dans l'attente des publications probablement qui auront lieu jeudi cette fois-ci pour Nike. Donc on peut bien envisager, pourquoi pas un contre-pied. On n'a pas franchement de divergence ou de gros intérêt sur le titre, mais une publication qui surprendrait, eh bien, prendrait à revers des investisseurs pessimistes. Donc tant qu'on est au-delà de 56,20, eh bien, on peut envisager un rebond vers la borne haute du canal baissier, pourquoi pas, donc en direction de cette zone 69, et puis pour la semaine et jusqu'au 30 juin, on peut envisager des niveaux jusqu'à 73,60, c'est le débordement, la réintégration de 69 dans un premier temps, hein, le gros niveau de résistance, et puis le débordement de cette oblique baissière qui confirmerait la réactivation du parcours haussier pour Nike, qui est en panne depuis longtemps maintenant. On va aller voir notre la conclusion de notre bear put spread sur l'or avec l'ETF GLD. Je vous rappelle à peu près les bases de la stratégie, hein. On avait indiqué début mai un retracement possible de l'or avec une consolidation. Le mouvement s'est mollement mis en place, il est resté relativement stable, et c'est tout l'intérêt, encore une fois, des options. On avait acheté un put plus bas, vendu un put de protection encore un peu plus bas, et puis en fonction de sa sensibilité, un autre put vendu qui vient permettre de rendre cette stratégie créditrice, hein, puisque plus le put est haut, plus il est cher. Donc en achetant ce put là, j'ai une stratégie débitrice. En vendant un put un peu en dessous, bien ça vient limiter mon débit, mais je reste quand même débiteur sur la stratégie. Et le fait de vendre un deuxième put permettait à cette stratégie d'être créditrice. Voilà. Deuxième intérêt, c'est que elle laissait de la marge à la baisse sur l'or, et que si on passait sous la deuxième vente de put, on devenait acheteur d'or à un prix plus bas, financé en plus en partie par les deux ventes de put, donc un prix de revient qui pourrait être amélioré. Le scénario s'est avéré de neutralité à haussier relativement sur le GLD, mais grâce aux options, on garde notre crédit sur cette stratégie qui clôture une fois de plus gagnante. Donc on a un bon taux de réussite encore, toujours qui se confirme, avec 3 stratégies qui sont toujours ouvertes pour l'instant, et puis deux stratégies encore ouvertes, et une troisième qu'on va aller ouvrir ensemble dans un instant. Alors quand je dis l'ouvrir, évidemment, c'est symbolique, mais nous, on essaye de prendre la position, le trade, en fonction, encore une fois, des critères pour essayer d'optimiser les points d'entrée. Le TLT, c'est le taux à 20 ans, ça c'est l'ETF TLT, hein, qui représente le taux à 20 ans aux États-Unis. Paul a détecté des volumes d'options très importants sur les calls, 2 fois plus importants que sur les options de vente. Donc manifestement des opérateurs optimistes sur l'évolution à la hausse de cet ETF. À la hausse sur l'ETF, ça signifie à la baisse sur les taux américains, et je rappelle que le corollaire, c'est généralement que quand les taux baissent, les indices montent. Donc un signal peut-être haussier à surveiller. La statistique que nous offre Paul ici, c'est que sur les 18 dernières années, le TLT est monté 16 fois entre aujourd'hui et fin août. Un pari haussier qui semble statistiquement viable. Donc à surveiller, pas de stratégie pour nous particulière là-dessus, mais en tout cas un gros intérêt haussier sur cette position. Et puis on va terminer comme tous les lundis par le cas de Paul. On va proposer sur Microsoft un achat de Strangle, mais très lointain. On va l'acheter à 180 jours ce Strangle, profitant d'une volatilité relativement faible de Microsoft, ce qui permet de limiter le coût de la stratégie, hein. Je rappelle que l'achat de Strangle, c'est acheter un call au-dessus du prix d'exercice actuel, acheter un put du prix actuel, acheter un put en dessous, donc deux options hors de la monnaie qui vont, on l'espère, bénéficier d'un mouvement conséquent du titre, donc à surveiller. Donc 180 jours, ça renvoie au mois de décembre. Voilà, alors les bases, comme toujours, elles sont liées à la stratégie et à une statistique que Paul travaille grâce à ces outils de backtest, qui sont libres, encore une fois, d'appréciation en fonction de la sensibilité de chacun. Évidemment, plus je vais prendre un put bas, acheter un put bas et acheter un call haut, moins la stratégie va me coûter cher, puisque c'est une stratégie débitrice, hein. J'ai 2 achats d'options, mais au moins je connais ma perte maximale. Le corollaire, c'est que plus je vais acheter une option de prix d'exercice proche de la monnaie, plus je vais risquer
et plus la stratégie va me coûter cher, mais plus mon point mort sera tôt. Donc moins le mouvement devra être important sur Microsoft. Donc c'est à déterminer entre les deux. Cette stratégie-là a quand même connu un taux de réussite qui est excellent, puisque Paul nous affiche une statistique que je reprends à l'instant. Et qui est et bien sûr testée sur 24 fois, et bien elle a été gagnante 21 fois avec un profit global de 125% sur toutes ces stratégies, et donc une statistique de 87,5% de réussite, donc avec cette stratégie testée sur Microsoft. Donc un très bon ratio risque-rendement, encore une fois, avec des pertes sur ce genre de stratégie qui, je le rappelle, peuvent être plus importantes que les gains, puisqu'on risque de perdre toute sa prime, mais statistiquement, mais qui en revanche gagnent plus souvent. Donc ce ratio risque-rendement, il faut le rappeler aussi, c'est aussi un des intérêts des options et de la méthode que nous vous proposons, c'est que le ratio de perte peut être plus important, mais si on a raison beaucoup plus de fois, eh bien la stratégie devient intéressante. Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour cette semaine. On vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.